Tous et bienvenue à la une. Ce soir, le service public de la justice s'apprête à tourner au ralenti dès demain. Les greffiers et agents sous la bannière du Sud-Just annoncent une grève de 48 heures pour dénoncer le non-respect des engagements pris par l'État, reclassement bloqué, alignement oublié. La colère monte dans les couloirs de la justice, un bras de fer relancé alors que la tension s'installe dans plusieurs secteurs clés. Du côté du budget, la transparence budgétaire, elle semble à nouveau remise en question. La publication des rapports d'exécution tarde et fait craindre des zones d'ombre sur la gestion des finances publiques. Pourquoi ces documents sont-ils si essentiels pour la démocratie et le contrôle citoyen? Décryptage à suivre dans cette édition. Et sur la route, les routes sénégalaises continuent de faire des ravages. 745 morts, plus de 8000 blessés graves chaque année, des chiffres glaçants révélés par la NASER qui pointent du doigt des comportements humains à l'origine de 90% des accidents. Vitesse, imprudence, fatigue, un fléau humain mais aussi économique. Plus de 160 milliards de francs CFA perdus chaque année. Et dans les ateliers, les menuisiers sortent du bois et entrent dans l'ère numérique grâce aux plateformes en ligne. Ces artisans gagnent en visibilité et attirent de nouveaux clients. Un coup de projecteur sur leur savoir-faire désormais à portée de clic. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Coup de tonnerre dans les palais de justice du pays. Le syndicat des travailleurs de la justice enclenche une grève de 48 heures à partir de ce mercredi. Objectif, forcer l'État à respecter les engagements pris, notamment sur l'alignement des greffiers et le reclassement des agents. Des revendications qui, si elles ne sont pas satisfaites, pourraient paralyser durablement la machine judiciaire. Le ton se durcit au sein du secteur judiciaire. Après plusieurs mois de trêve sociale, le syndicat des travailleurs de la justice annonce une grève. Objectif, pousser les autorités à honorer leurs engagements. Le Sud-Just entame une grève de 48 heures à partir du mercredi 18 2025 pour exiger l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2, le reclassement sans formation préalable des agents des hiérarchies B et C ayant au moins 5 ans d'ancienneté au ministère de la Justice et la satisfaction totale des revendications déposées le 7 février 2025. Le Sud-Just accuse ainsi les autorités de manque de volonté et de bloquer la mise en œuvre des revendications en dépit de la trêve observée depuis mars 2024. Le syndicat déplore l'inaction des autorités qu'il tient pour responsable des dysfonctionnements à venir dans le service public de la justice. Le syndicat précise cependant qu'il reste ouvert au dialogue, mais qu'il ne transigera pas sur la dignité professionnelle et les acquis statutaires de ses membres. Les usagers du service public de la justice sont donc avertis. Ces perturbations pourraient impacter le fonctionnement normal des juridictions dès ce mercredi matin. Dans la foulée des tensions au sein de la justice, une autre affaire fait grand bruit. L'enquête sur le terrain du futur palais de justice de Pikine-Guédiawaye s'intensifie avec des inculpations en cascade. Après Ismaïla Madior Fall, c'est au tour de Mambo Yao, ex-directeur des domaines, d'être placé sous bracelet électronique pour présumée corruption, tout comme Abdoulaye Sy et plusieurs anciens responsables du cadastre. Le dossier prend une tournure explosive. C'est un rebondissement majeur dans l'affaire liée à l'attribution controversée du terrain destiné à la construction du palais de justice de Pikine-Guédiawaye. L'enquête s'intensifie et de nouvelles personnalités issues de l'ancien régime viennent d'être formellement inculpées. Selon le quotidien Libération, dans son édition de ce mardi, plusieurs anciens hauts responsables ont été inculpés par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice et placés sous bracelet électronique. Il s'agit notamment de Mambo Yao, ex-directeur général des domaines, Abdoulaye Sy, ex-directeur de l'administration générale et de l'équipement d'âge au ministère de la Justice, et les anciens chefs des bureaux des domaines et du cadastre de Guédiawaye. Toujours selon la même source, un mandat d'amener a été émis contre Mamadou Gueye, dernier directeur des domaines sous la présidence de Macky Sall. Il serait actuellement hors du territoire national et la division des investigations criminelles a été saisie pour procéder à son
son interpellation. Parmi les figures déjà mises en cause, dans ce dossier sensible figure l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, inculpé pour corruption et placé sous bracelet électronique le 20 mai 2025. D'autres personnalités telles que l'entrepreneur Cheikh Gueye et Mohamed Anas El Bachir, ancien directeur des constructions au ministère de la Justice, avaient été initialement placés sous mandat de dépôt avant de bénéficier à leur tour d'un placement sous bracelet électronique. Ils sont tous poursuivis pour fraude, escroquerie, corruption et blanchiment de capitaux. Affaire Azer, le ministère des Finances et du Budget sort de son silence sur le marché d'électrification rurale attribué à AE Power EPC. Il affirme que les garanties d'assurance délivrées par la SONAC respectent le cadre légal en vigueur. Une mise au point destinée à calmer la polémique sur les montants engagés et les procédures de passation. Le dossier reste toutefois au cœur des interrogations sur la transparence dans les marchés publics. Face aux interrogations suscitées par le contrat d'électrification de zones rurales attribué à AAA Power, le ministère des Finances et du Budget clarifie les conditions d'exécution de ce marché. Conclu le 23 février avec l'Agence sénégalaise d'électrification rurale ASER, ce projet d'un montant de 91,97 milliards de francs CFA vise à renforcer l'accès à l'électricité dans les localités les plus reculées du pays. Dans un communiqué, le ministère indique que 3 types de garanties ont été émises par la SONAC le 20 mars 2024. Une garantie d'avancement de démarrage représentant 20% du marché destiné à couvrir l'acompte consenti à l'entreprise. Une garantie d'avance pour les dépenses engagées, également à hauteur de 20%, couvrant notamment les commandes de matériel. Et une garantie de bonne exécution équivalent à 5% du marché en cas de manquement contractuel ou de malfaçon. Le ministère précise que la validité de ces garanties repose sur le paiement d'une prime d'assurance, comme l'exige le Code des assurances de la CIMA. Dans ce cas précis, la prime a été réglée le 20 juin 2024, soit 90 jours après l'émission des garanties. Un délai qui, selon le ministère, est conforme à la limite de 180 jours prévue pour les risques de l'État et de ses démembrements. Par ailleurs, à propos des 37 milliards de francs CFA, le ministère des Finances explique que ce montant, évoqué dans certaines publications dans la presse, ne correspond pas à une somme encaissée ou versée à l'entreprise. Il s'agirait plutôt des capitaux assurés par la SONAC au titre des garanties exigées par l'ASER. La prime annuelle d'assurance, quant à elle, s'élèverait à 947 millions de francs CFA. Le ministère réfute ainsi toute irrégularité ou fictivité dans ce dossier. Les garanties émises par la SONAC dans le cadre du marché ASER AAA Power respectent strictement les dispositions légales et contractuelles en vigueur, peut-on lire dans le... En bref, dans un communiqué au ton accusateur, Thierno Alassane Sall, le président du parti La République des Valeurs, s'interroge qui le directeur national des assurances cherche-t-il à protéger, réagissant à une sortie du responsable sur la RFM. L'ancien ministre dénonce une tentative de justifier l'illégalité dans l'attribution du marché d'électrification confié à AE Power EPC. Il rappelle que l'ARCOP a à 3 reprises exigé la preuve du paiement des primes d'assurance dans les délais sans jamais recevoir de dérogation valable, alors que les primes ont été réglées 3 mois après l'émission des garanties. Thierno Alassane Sall promet de nouvelles révélations sur ce qu'il qualifie de scandale à multiples rebondissements. Sur le front économique, le débat budgétaire refait surface. Les rapports trimestriels d'exécution très attendus seront finalement publiés le 23 juin. Le ministère des Finances justifie ce report par une exigence de fiabilité et de sincérité des données. Mais cette décision relance les interrogations sur la transparence de la gestion publique. Le ministère des Finances et du Budget a apporté des précisions ce lundi sur le report de la publication des rapports trimestriels d'exécution budgétaire relatifs au 4e trimestre 2024 et au 1er trimestre 2025. Initialement attendus plus tôt, ces documents essentiels à la transparence des finances publiques seront finalement publiés le lundi 23 juin 2025. Selon le communiqué du département ministériel, ce délai supplémentaire se justifie par un travail approfondi de fiabilité des données budgétaires, dans un contexte marqué par la volonté du gouvernement de rétablir l'orthodoxie et la sincérité des comptes publics. Cette démarche fait suite aux révélations de la Cour des comptes qui avait pointé des manquements dans la gestion budgétaire des exercices précédents. Le ministère indique ainsi avoir engagé un exercice de recensement et de reclassification des dépenses extra-budgétaires, notamment pour le 1er trimestre 2024. Ces opérations visent à intégrer de façon conforme ces dépenses dans le tableau des opérations financières de l'État et dans les rapports d'exécution budgétaire.
Dans le cadre des réformes annoncées, il est précisé que les dépenses extra-budgétaires ne seront plus reportées sur les budgets des années suivantes. Elles seront désormais constatées dans l'année de leur exécution effective, en adéquation avec les standards internationaux en matière de transparence. Le ministère assure que cette réorganisation participe d'une stratégie globale d'assainissement des finances publiques, de régulation des engagements hérités et de soutien à la relance économique. Les autorités réaffirment ainsi leur engagement à maintenir une dynamique de transparence, de clarté et de rigueur dans la gestion budgétaire en vue de garantir une information fiable aux citoyens, aux parlementaires et aux partenaires techniques et financiers. Toujours à propos de transparence, les projecteurs sont braqués sur les enjeux de la reddition des comptes. Pourquoi les rapports d'exécution budgétaire sont-ils aussi cruciaux pour la démocratie? Réponse dans ce sujet de Mamadou Kanti. Chaque trimestre, l'État est censé publier un rapport d'exécution budgétaire. Il s'agit d'un document clé qui présente de manière détaillée les dépenses et les recettes effectives de l'État par rapport aux prévisions votées dans la loi de finances. Un État sérieux qui veut être transparent doit publier régulièrement ses rapports trimestriels d'exécution budgétaire. On doit sentir une redevabilité. Parce que quand vous venez à niveau de l'Assemblée nationale, vous demandez un budget, qu'on vous accorde le budget, qu'on le vote, derrière, c'est que vous devez le publier, nous montrer avec exactitude comment sont les dépenses et comment sont les ressources aussi collectées. À travers ce document, on peut savoir si les dépenses en santé, en éducation ou en infrastructure sont exécutées comme prévu. C'est aussi un outil indispensable pour les bailleurs de fonds, les investisseurs et surtout pour les citoyens. Dans ce rapport, on doit sentir deux choses aussi. Et la plus importante, c'est la dette publique. On doit voir quelle est la dette, quel est le niveau de la dette publique, quel est l'encours de la dette publique du Sénégal. Aussi, on doit sentir et on doit voir quelle est la dette contractée par les entreprises publiques du pays. Au Sénégal, ces rapports sont censés être publiés dans les 45 jours suivants chaque trimestre. Mais le retard constaté depuis plusieurs mois pose problème. Le dernier rapport disponible remonte à septembre 2024. Et déjà, depuis le début de l'année, nous avons franchi la barre des 1000 milliards levés sur le marché. Déjà, intérieur seulement. Et dans les citoyens sénégalais, les investisseurs ont besoin de voir que l'État assume ses responsabilités et l'écrit dans un document pour dire voici ce que nous avons emprunté depuis le début de l'année. Un outil indispensable pour la démocratie budgétaire, mais encore trop souvent ignoré ou publié avec retard. Le prochain rapport est annoncé pour le 23 juin prochain. Un rendez-vous attendu de pied ferme par les acteurs de la société civile. Éducation, la polémique enfle à Kolda à l'approche des épreuves du baccalauréat général. Lors du CRD préparatoire, plusieurs voix se sont élevées contre la forte proportion des candidats individuels et issus des écoles privées représentant 46,09% des inscrits cette année. Selon certains intervenants, ces profils seraient à l'origine de la baisse du taux de réussite qui a valu à Kolda la dernière place au niveau national en 2024. La hausse du nombre important de candidats individuels et ceux venant du privé, un constat qui ne semble pas satisfaire certains qui ont pris la parole lors du CRD préparatoire des examens de fin d'année scolaire. Les candidats dits individuels et ceux des écoles privées semblent être la cause principale de la baisse des résultats au baccalauréat général dans la région de Kolda. Cette année, ils constituent 46,09% de l'effectif global. L'une des particularités de l'Académie de Kolda, c'est quoi? C'est que nous avons un public qui est vraiment sur une très bonne voie et qui nous vaut des satisfactions, même si on pense que aussi ce public-là peut faire mieux ou bien doit faire mieux. Mais à côté, nous avons par exemple pléthore de candidats individuels et des candidats aussi venant du privé, c'est-à-dire qui tirent nos performances vers le bas. Si les résultats de l'Académie de Kolda se limitaient uniquement au public, Kolda ne serait pas délié au Sénégal. Et nous avons constaté que ce qui se fait dans les écoles privées, chez le gouverneur, ce ne sont pas des salles de classe réglementées. C'est généralement des chambres qu'on a transformées en salles de classe et les conditions de travail des enseignants qui y évoluent posent vraiment problème. Les candidats à l'entrée en 6e sans pièce d'état civil a été une autre préoccupation abordée lors de ce CRD. Ils sont estimés à 1909 à Kolda. L'année dernière, on était à 5825 cas à pareil moment.
certes, je disais que des efforts importants ont été faits entre l'année dernière et cette année, mais toujours est-il qu'il y a encore des efforts à faire. Parce que 1900, c'est presque 2000. Cela veut dire que aussi, nous n'avons pas encore gagné cette bataille. C'est-à-dire le processus est lancé, mais il nous faut encore continuer davantage sur cette voie, vraiment parce que l'objectif visé, c'est quoi? C'est l'éradication. Kolda présente cette année 17 220 candidats à l'entrée en 6e, 7 010 au BFM, 221 candidats au bac technique et 5 856 au baccalauréat général. Pour chaque année, il y a plus de filles que de garçons. La SCOFI, qui a fait vraiment ses preuves. Nous avons aussi les bureaux genre qui travaillent aussi d'arrache-pied. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les fruits de toutes ces interventions. Bonaventure Calamo, l'adjoint au gouverneur de la région, a présidé le CRD préparatoire des examens de fin d'année scolaire. Des mesures importantes ont été prises, notamment la sécurité et la lutte contre la fraude. Il est rappelé aux candidats l'interdiction du téléphone portable durant toutes les sessions. Pendant ce temps, une autre urgence secoue l'opinion publique. Les chiffres accablants des accidents de la route. Le DG de l'ANASER, Atoumane Sy, dévoile les statistiques alarmantes. 5200 accidents, 745 morts, 8500 blessés graves chaque année. En cause, dans 90% des cas, des comportements humains à risque, excès de vitesse, imprudence, fatigue au volant. Le coût économique lui frôle les 163 milliards de francs CFA par an. Virage digital dans l'artisanat. Les menuisiers spécialistes en bois adoptent de plus en plus les plateformes en ligne pour exposer leur création et capter une clientèle plus large. Une stratégie gagnante qui leur permet de montrer leur ingéniosité au grand public. Reportage Omar Thiam. La menuiserie bois locale fait petit à petit sa transition vers les nouveaux canaux de communication. Face à la concurrence déloyale et les révolutions dans le domaine, les artisans locaux misent de plus en plus sur les réseaux sociaux pour d'une part attirer plus de clientèle, de l'autre être plus compétitif sur le marché. L'Internet est devenu un outil indispensable dans notre travail. Obtenir des commandes de nos jours est très difficile, mais grâce à la vente en ligne, il est beaucoup plus facile d'attirer et de fidéliser la clientèle. C'est d'ailleurs la belle trouvaille de Ndiouga, à la tête d'une plateforme dédiée, une tribune pour des jeunes artisans locaux. De la conception à la réalisation de meubles sur mesure, la vente en ligne leur permet de regarder ce qui servait de référence dans le domaine droit dans les yeux. Il faut que chacun comprenne que le développement économique peut venir de tous les secteurs d'activité, sans exception. Chaque corps de métier, s'il est valorisé, peut contribuer au progrès. Cela peut d'abord renforcer notre économie locale et puis nous ouvrir des opportunités au-delà de nos frontières. Un parcours atypique lui a permis de matérialiser son envie de révolutionner le secteur de l'artisanat. Son plus grand souhait, servir de référence. Une voie certes parsemée d'embûches, mais avec l'appui des autorités. Le consommer local pourrait bel et bien être plus qu'un slogan. Le choix d'une filière professionnelle doit appartenir à chaque jeune. C'est ensuite à l'État et aux institutions de mettre en place une formation de qualité adaptée à ce choix. À terme, c'est tout le pays, le Sénégal, qui en bénéficiera. Malheureusement, trop de jeunes quittent encore l'école prématurément. Nos intervenants sont convaincus que cette vitrine, offerte par les plateformes et autres supports en ligne, dévoilera, au vu et au su de tout le monde, le génie et le savoir-faire des artisans locaux. Boubacar Seye monte au créneau après le rapatriement de migrants sénégalais. Le président d'Horizon Sans Frontières s'insurge contre ce qu'il considère comme les effets directs du dispositif de départ volontaire mis en place pour les étrangers en situation irrégulière. Selon lui, il est temps que l'Afrique formule une réponse globale face à la politique migratoire de Donald Trump. Il alerte sur la nécessité pour le Sénégal de réagir avec fermeté. Plusieurs migrants sénégalais sont aujourd'hui rapatriés des États-Unis.
les opérations se sont intensifiées depuis quelques jours et concernent des dizaines de ressortissants sénégalais. Des rapatriements que Boubacar Sey, chercheur et consultant en migration, qualifie d'atteinte à la dignité humaine. Nous ne sommes pas d'accord qu'on puisse rapatrier les gens comme ça, surtout dans un pays comme les États-Unis, donc qui sont une terre d'immigration aujourd'hui. Donc si les États-Unis sont là, je crois que c'est grâce aux immigrés. Et ça, peut-être Donald Trump ne l'a pas compris. Dans son communiqué, le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a rappelé le dispositif de départ volontaire pour les étrangers en situation irrégulière mis en place par les autorités américaines. Mais pour le président de Horizon Sans Frontières, il s'agit simplement d'une traque des migrants. Les immigrés en situation irrégulière, le fait qu'on les traque pour les expulser, mais nous sommes contre ce principe. Et même, vous voyez, actuellement aux États-Unis, pratiquement tous les centres de rétention sont pleins. Donc l'objectif fixé est de traquer 3000 personnes par jour. Il a même menacé d'envoyer des contingents au Guantanamo. Le dit dispositif concernerait 25 pays africains, dont le Sénégal. De l'avis de l'expert, l'Afrique doit s'organiser pour apporter une réplique commune à cette politique migratoire de Donald Trump. C'est l'heure des nouvelles perspectives panafricaines. L'Afrique doit dégager une posture globale. Donc une position bien structurée, une position globale. Maintenant, pour protéger, il faut protéger. Ça a été toujours le cas aux États-Unis. L'heure n'est pas à cette inertie diplomatique. Les gens se contentent de voir si je suis sur la liste ou pas. Je crois qu'il faudra une réponse globale. Mais de son côté, le Sénégal peut apporter une réponse énergétique en misant sur ses hydrocarbures. Les États-Unis, à eux seuls, consomment plus de 25% de la production mondiale. Moi, je pense que c'est un exemple de levier dans les négociations pour faire reculer les États-Unis, surtout que le Sénégal rentre dans une nouvelle ère avec la découverte des hydrocarbures. Le Sénégal aurait pu prendre ce leadership-là, convoquer rapidement une conférence africaine sur la question pour dégager une réponse globale. Le président de Horizon Sans Frontières avait d'ailleurs alerté sur cette tension géopolitique liée à la migration. Ainsi, il incite l'État du Sénégal à prendre les mesures nécessaires pour faciliter le retour de ses ressortissants. Dans la foulée, Boubacar Sey appelle à une refonte totale de la stratégie migratoire du Sénégal. Il exhorte l'État à mettre en place des mécanismes capables d'éteindre le rêve de l'exil chez les jeunes. Pour le président de Horizon Sans Frontières, c'est la condition indispensable pour endiguer durablement les flux migratoires, qu'ils soient réguliers ou non. Une position ferme qui renforce ses précédentes déclarations. L'élection de ce nouveau régime a été une lueur d'espoir pour les Sénégalais et pour l'Afrique. Malheureusement, vous l'avez dit, si bien dit tout à l'heure, et j'ai eu même à alerter sur le fait que l'ère post-coronavirus risque d'être ponctuée par des tensions. Il y aura une intensification de ce flux migratoire sous l'aiguillon de l'extrême pauvreté. Et l'exemple du Sénégal est là, avec Barça et Barsac. Voyager est synonyme de réussir au Sénégal. C'est là où j'interpelle les autorités pour une relecture des perspectives. C'est l'idée de voyager qu'il faut tuer au Sénégal. Il faut que les Sénégalais comprennent que l'avenir est ici. Il faut que l'État, quand même, redonne de l'espoir aux populations pour qu'on puisse rester ensemble pour construire ce pays-là. Il faut qu'on reste ici pour construire ce pays. C'est aux Sénégalais de construire ce pays-là. Mais sinon, si tout le monde veut partir, là, il y a un problème. À l'international, le Sénégal prend la parole dans la crise entre Israël et l'Iran. Dans un communiqué officiel, le ministère des Affaires étrangères exprime sa profonde préoccupation face à l'attaque israélienne du 12 juin. Dakar condamne toute forme d'agression et appelle à un cessez-le-feu immédiat. Le pays réitère son attachement au règlement pacifique des différends par le dialogue multilatéral. En toile de fond, l'escalade continue au Moyen-Orient. En 5 jours, Israël et l'Iran ont multiplié frappes et contre-frappes, laissant planer la menace d'un conflit à grande échelle, une situation explosive qui alarme la communauté internationale. Jusqu'où ira l'escalade militaire entre les deux pays ennemis? 5 jours après le début de la vaste offensive israélienne contre l'Iran, le conflit ne montre aucun signe d'apaisement. Dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 juin,
Les deux puissances ont de nouveau activé leur système de défense anti-aérienne. Téhéran a affirmé qu'il continuerait de bombarder Israël aussi longtemps qu'il le faudra pour mettre fin à une attaque sans précédent lancée vendredi visant officiellement à l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire. Israël, de son côté, promet de poursuivre ses frappes et affirme vouloir traquer le guide suprême iranien, l'Ayatollah Khomeini, partout où il se trouvera. La situation a fait réagir Donald Trump sur son compte X. Le président américain a conseillé aux habitants de Téhéran d'évacuer immédiatement. Il a d'ailleurs quitté le sommet du G7 plus tôt que prévu, provoquant une onde de choc diplomatique. Cette attitude a été vivement critiquée par la Chine qui l'a accusé de jeter de l'huile sur le feu. Pékin a déclaré que proférer des menaces et exercer des pressions ne contribuera pas à apaiser la situation, mais ne fera qu'intensifier les tensions et étendre le conflit entre Israël et l'Iran. Pendant ce temps, les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont affirmé ce mardi avoir ciblé plusieurs infrastructures israéliennes, notamment le centre du renseignement militaire de l'armée du régime sioniste Amman, ainsi que le centre de planification des opérations terroristes du Mossad à Tel Aviv. Enfin, en France, clap de fin judiciaire pour François Fillon. L'ex-premier ministre a été condamné en appel à 4 ans de prison avec sursis, 375 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs. Le verdict intervient après des années de rebondissement et d'annulation partielle. Cette affaire, révélée en 2017, a changé le cours de la présidentielle française. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de CTV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir.